2021, l'édition de retour du cinéma et du Festival de Cannes. Et elle avait honoré, illuminé de sa présence la cérémonie d'ouverture. Et nous continuerons à compléter également ce groupe de films hors compétition. Je sais, Fred, je sais, je fais exprès. Cannes Première. Cannes Première est une section que nous avons été un groupe une sélection dans la sélection que nous avons créée il y a quelques années, dans l'idée que entre la compétition et le certain regard, il y avait des films hors compétition, des films en séance spéciale, mais manquait quelque chose qui permettait tout simplement, dans le grand plaisir de permettre à des œuvres de naître sur la croisette, de permettre au public de les découvrir. Ces films sont montrés dans la deuxième grande salle du Palais des Festivals. Iris a remercié la ville de Cannes et nous le faisons aussi pour toutes les équipes du Palais des Festivals. Et c'est donc dans cette salle de musique que seront présentés ces films de Cannes Première, c'est-à-dire les grandes avant-premières qui ont lieu au Festival de Cannes. Fatih Akin, vous connaissez son nom, c'est l'un on dit toujours jeune cinéaste allemand parce qu'il a surgi tellement jeune. Fatih Akin, justement, a fait un film qui s'appelle Amroum. Je prononce bien. Amroum. Et Amroum, en fait, n'est pas un projet au départ de Fatih Akin, c'est le projet de son professeur de cinéma qui devait tourner ce film, mais dont l'âge avancé ne lui a pas permis d'être en mesure de le mettre en scène. Il a demandé à son ancien élève Fatih Akin de le faire. Ça s'appelle Amroum. Michael Angel Covino, autrement dit Mike Covino, vous connaissez son nom parce qu'on avait présenté au C'est un regard ce film qui s'appelle The Climb, qui commençait par l'escalade d'un col du sud de la France à bicyclette. Il revient avec le même type de cinéma de comédie sentimentale adulte qui s'appelle Splitville. Alex Lutz, qui avait fait la clôture du Certain Regard il y a quelques années, a adapté, et c'est la deuxième fois qu'un livre de Nicolas Mathieu est adapté. Il a adapté son livre qui s'appelle Connemara, avec Bastien Bouillon et avec Mélanie, la merveilleuse Mélanie Thierry. Le film s'appelle donc Connemara. Et Kirill Serebrennikov, que nous ne présentons plus, ce cinéaste, cet artiste, puisqu'il ne fait pas seulement du cinéma, russe, dissident, opposant, résistant, a mis en scène le livre d'Olivier Guèze qui s'appelle « La disparition de Joseph Mengele ». Raoul Peck montrera à Cannes Première son documentaire. Raoul Peck est venu il y a très très longtemps avec un film de fiction, c'est un cinéaste haïtien. Il a gagné l'Oscar pour son film extrêmement fort sur James Baldwin, et il revient pour un documentaire autour de la figure de George Orwell, dont il raconte à la fois l'existence, le destin, la vie trop brève, mais aussi la force et la pertinence de ses idées, de ses anticipations sur ce que deviendront les sociétés si l'on n'y prend pas garde. Et tout ça, c'était dans les années 30 et 40. On n'y a pas beaucoup pris garde. Et il est question qu'on n'en soit pas très loin. C'est un peu la thèse de ce film. Et Sébastien Lelio, c'est un cinéaste chilien. Son film s'appelle La Ola. Et La Ola, c'est la ola du combat des féministes, des jeunes femmes chiliennes, pour faire reconnaître leur droit à la parole, leur droit à la libération de cette parole. C'est un film qui va susciter de nombreux débats, d'abord par sa forme, c'est une comédie musicale, et aussi par un certain nombre d'opinions clairement affichées par Sébastien Lelio et ses co-scénaristes. Voilà, ça c'était Cannes Première. J'ai bon, Fred? Jusque-là, bon. Un certain regard. Un certain regard va présenter, comme il est de tradition, puisqu'il a donc été resserré avec la création de Cannes Première sur le jeune cinéma, sur un cinéma peut-être plus de recherche formelle, sur un cinéma
qui est un cinéma également peut-être plus universel géographiquement. C'est aussi un cinéma, dans ce jeune cinéma, qui dit cette année qu'il y a quelque chose d'un retour du genre, d'un retour de processus narratif, peut-être un peu plus, un peu moins radicaux, qu'on a pu parfois afficher dans la jeune création contemporaine. Et je vous le disais, c'est là où nous avons beaucoup de premiers films. Par exemple, le film d'un autre Chilien, Diego Céspedes, The Mysterious Gaze of the Flamingo, la misteriosa mirada del flamenco. C'est un premier film. Diego Céspedes est passé par les différents canaux du festival Résidence Ciné-Fondation et également par, me disait mon collègue José Luis Rebordinos, le festival de San Sébastien pour ses courts-métrages. Et donc, il sera pour la première fois en sélection officielle au Certains Regards. Au sujet de la résidence, d'ailleurs, il y a quelques autres films. J'aurais salué le travail de Stéphanie Lamaume sur cette résidence qui permet au Festival de Cannes, 2 fois par an, d'héberger à Paris des jeunes cinéastes. Alors, on redisait ce matin que Antonioni a fait son premier film comme jeune cinéaste à 44 ans. On est jeune cinéaste encore assez longtemps par rapport à d'autres disciplines artistiques, mais permettant d'accueillir des jeunes cinéastes dans Paris qui viennent écrire et qui viennent également prendre des contacts avec des producteurs, avec également des scénaristes, avec des parrains, avec des gens qui viennent les conseiller. Hubert Charuel, ça n'est pas un premier film, car son premier film avait été fort remarqué, ça s'appelait Petit Paysan, celui-là s'appelle Météore. Akinola Davis Jr., c'est un premier film, c'est un jeune cinéaste nigérian. Il faudra qu'on vérifie, on n'a pas eu le temps de le faire, si ce n'est pas par hasard la première fois que le Nigeria, grand pays de cinéma et d'un cinéma particulier, ce cinéma qu'on appelle le Nollywood, il faudra regarder si ce n'est pas la première fois que le Nigeria est en sélection officielle. Et ce film s'appelle My Father's Shadow, l'ombre de mon père. Stéphane Demoustier, cinéaste français, qui s'est fait remarquer l'an dernier par ce film qui s'appelle Borgo, revient par un film qui porte le titre L'inconnu de la Grande Arche. L'inconnu de la Grande Arche. Donc, je ne vous en dirai rien. Vous le saurez bien quand vous verrez le film. Harris Dickinson, vous connaissez peut-être pas ce nom, sauf là, parce que j'ai affaire à des puits de science. C'est un premier film, c'est pas un réalisateur, ou plutôt ça l'est avec ce film-là, et il s'affirme même fortement comme un très bon réalisateur, mais c'est un acteur, et c'est l'acteur du film de Ruben Östlund, The Triangle of Sadness, qu'on voit au début, et qui réalise son premier film, qui s'appelle Urchin. Niraj Gewan est un cinéaste indien dont nous avions accueilli le premier film, qui revient toujours au Certain Regard avec son deuxième film, Homebound. Kei Ishikawa, l'un de ces réalisateurs japonais qui est aussi, j'en ai fait déjà une, il y aura encore une troisième annonce du jeune cinéma japonais. On connaît le Japon par ses grandes figures, y compris les grandes figures contemporaine, d'ailleurs Koreda qui souhaite absolument venir, m'a-t-il dit, découvrir ce film au Festival de Cannes. Ce film s'appelle A Pale View of Hills. Un autre premier film d'une comédienne que nous n'attendions pas là, ni avec ce film, ni avec le sujet de ce film, c'est Scarlett Johansson. Et Scarlett Johansson, le titre de son film, c'est Eleanor the Great, la grande Éléonore, et c'est un premier film. On sera ravis de voir revenir Scarlett en cinéaste, en metteur en scène. Zuzana Kirchnerova, c'est une cinéaste tchèque. Quand j'évoquais la résidence et la Ciné-Fondation, ce qui me permet aussi de rendre hommage à Dimitra Karviota et à Laurent Jacob, qui vient de prendre sa retraite, qui nous a accompagnés des années durant au comité de sélection, mais ça me permet de lui faire un petit salut. Et Susanna viendra présenter son road movie d'une mère et son fils qui s'appelle Caravane. C'est également un premier film. Elle gagna, il y a quelques années, le concours de la Ciné-Fondation, dont le jury et la sélection vous sera révélé dans les jours qui viennent. Harry Lightton, premier film anglais
qui s'appelle Pilion, et c'est un film qui est quasiment une comédie, et pourtant, si j'ose dire, et ça n'empêche pas, une comédie dans le milieu des bikers homosexuels anglais, qui est une catégorie en soi, visiblement. Le cinéaste égyptien Morad Mostafa, qui est également passé par la Résistance, et c'est son premier film qui s'appelle Aisha Can't Fly Away. L'Égypte est également un pays de plus en plus souvent représenté tous les enfants de notre cher Joe Chahine. Un couple de cinéma, un couple de frères de cinéma, on aime bien les frères de cinéma, c'est Arabe et Tarzan Nasser, qu'on a déjà accueilli. Le film s'appelle Once Upon a Time in Gaza. Charlie Pollinger, lui, c'est un premier film, joué et produit par Joel Edgerton, que nous avions accueilli chez Iris pour Gatsby Magnifique. Et à l'époque, c'est toi qui nous avais permis de montrer le film de Baz Luhrmann apporté par Warner. Ce film s'appelle The Plague, qui est un film qui évoque les relations difficiles parfois entre enfants dans des écoles ou, là en l'occurrence, dans des équipes de water-polo autour de ce qui ressemble à ce harcèlement et à cette violence qu'il faut corriger dès le plus jeune âge. Eridje Seiri est une cinéaste tunisienne. Son film s'appelle Promis le ciel. Et nous terminons avec deux films italiens. L'Italie n'a jamais cessé, bien qu'on ait dit que le cinéma italien, après les grandes années, les grandes décennies de gloire, avait eu tendance à perdre, non pas cette gloire du tout, mais perdre cette capacité à produire, et pourtant, il n'a jamais disparu par quelques grandes figures, celles que nous avons pu accueillir régulièrement à Cannes, qui sont les dignes héritiers des Scola, des Fellini, des Antonioni et des Visconti, qui ont marqué l'histoire du Festival de Cannes dans les années 50, 60 et 70. Et là, ce sont trois cinéastes inconnus, puisqu'il y a également un autre couple de cinéma, pas frères, Matteo Zoppis et Alessio Rigo de Righi. Leur film s'appelle Testa o Croce, et qui est un western italien, mais pas un western italien, un western de nationalité italienne, qui montre en particulier le voyage de Buffalo Bill, joué par un magnifique John C. Reilly, film dans lequel on retrouve également Nadia Tereskevich, et qui est un film d'auteur tout à fait formidable, Testa o Croce. Et l'autre film italien de Francesco Sossei, on dit comme ça, les Italiens, pardon pour la prononciation, le Città di Pianura, un dernier pour la route. Et c'est en effet un road movie, un dernier pour la route. Il s'agit bel et bien d'un verre d'alcool, et il s'agit bel et bien d'une histoire d'hommes qui prennent la route pour aller se bourrer la gueule. Nous passons maintenant à la compétition de cette 78e édition du Festival de Cannes. Compétition qui verra 6 réalisatrices y figurer. Je crois qu'on a déjà atteint ce chiffre. Je ne le sais pas parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on regarde, mais quand même, l'an dernier c'était 4, et là ce sont 6 réalisatrices, et même 7 et plus avec Rebecca, qui seront montrées dans la grande salle, le grand amphithéâtre Lumière. Et je commence à égrener les participants à cette compétition, qui sont 19, par Jafar Panahi, le cinéaste iranien. Le film s'appelle Un simple accident, et Jafar nous a demandé de ne rien dire sur son film pour l'instant, ce film qui figure donc en compétition. Joachim Trier est norvégien. La dernière fois qu'il est venu, c'était avec Julie en 12 chapitres, qui avait remporté un prix au palmarès, et ce film-là s'appelle Sentimental Value. Carla Simone, vous connaissez son nom. Elle est également passée par les courbes de jeunesse, les écoles, si j'ose dire, de jeunes artistes du Festival de Cannes. Elle a également remporté l'Ours d'Or chez nos collègues de la Berlinale. Son film s'appelle Romeria. Masha Szylinski,
J'ai bon? Très Parce que bien. c'est une cinéaste allemande, mais son titre est en anglais, Sound of Falling. Je crois que c'est le titre définitif, mais son titre de travail, je ne peux pas m'empêcher de vous le citer, qui était The Doctor Says I'll be all right, but I am feeling blue. Très beau titre. Pourquoi est-ce que on va lui demander de le remettre? Bon. Je parlais de l'Égypte. Vous connaissez évidemment Tariq Saleh, Le Caire confidentiel, qui revient en compétition à Cannes avec Les Aigles de la République, qui est un film, quand je parlais d'éthique, de conviction, de transparence, de combat, d'esprit de contradiction, il y a Tariq Saleh par son travail. Kelly Richard, là aussi, nous sommes en présence d'une réalisatrice, The Mastermind, où elle visite un genre dans le genre qui était le cinéma des années 60, les petits films policiers des années 70. Voilà ce qu'est un peu son film The Mastermind. Entrée française dans cette compétition, Dossier 137, c'est le film de Dominique Moll qui avait fait forte impression avec La Nuit du 12, qui nous avait d'ailleurs permis d'inaugurer de fantastiques manières Cannes première, puisque le film avait connu une fortune éblouissante jusqu'au César et jusqu'à un beau succès en salle. Il revient en compétition, où il avait surgi il y a quelques années, son film qui est joué par, entre autres, mais principalement Léa Drucker, qui joue une policière chargée d'inspecter le travail de ses collègues policiers, ce qu'on appelait dans les films français des années 50 les bœufs carottes, c'est-à-dire l'IGPN. Et là encore, quand on parle de ces artistes qui veulent nous rappeler ce que sont les règles des démocraties, les règles de la République, les règles de la surveillance et du contrôle, ce film, évidemment, aborde un certain nombre de ces thèmes-là. Kleber Mendonça Filho, cinéaste brésilien, est retourné dans son nord-est. Si je dis ça, c'est parce qu'il lui arrive de passer de longs séjours en France, mais il tourne dans le nord-est, il tourne dans sa ville de Recife, dont il avait fait un magnifique portrait et histoire à travers celle des salles de cinéma, qui ne sont pas absentes d'ailleurs de ce film policier qui pourtant porte le titre L'agent secret, O Secreto Agente. L'agent secret, c'est plus un film policier, un film d'ambiance, un film des années 70-80 qui dit aussi l'histoire de ce Brésil, ce qui me permet aussi de faire un petit coucou à notre ami Walter Salles, qui est le premier à m'avoir dit « Fais attention au film de Kléber ». On allait faire attention de toute façon au film de Kléber, mais Walter est toujours dans une générosité formidable pour ses collègues. Mario Martone, on parlait de l'Italie, Mario Martone, alors ce film est paradoxal, Mario Martone est un immense artiste italien de théâtre, pas seulement, de littérature, de beaucoup de choses. C'est un grand cinéphile, il parle magnifiquement du cinéma des autres et il est aussi metteur en scène. Il était venu en compétition avec Nostalgia et il vient présenter un film qui s'appelle Fiori et qui est presque le contraire, puisque ça raconte l'histoire de Gorlardia Sapienza, l'autrice de L'art de la joie, jouée par Valeria Golino, et cette écrivaine a été redécouverte, ou découverte quasiment, par la France, quand les éditions du Tripode ont publié L'art de la joie, et c'est ensuite qu'elle a été reconnue en Italie. Et ce film-là raconte ce destin assez tragique et de l'existence difficile de Golardia Sapienza. Sergueï Loznitsa, le cinéaste ukrainien, son film s'appelle Deux procureurs, et ça n'est pas sur l'Ukraine contemporaine, mais sur la Russie, ou plutôt l'URSS des années 30, à l'époque des purges staliniennes, et de la manière dont un jeune procureur va tenter de connaître la vérité et de démêler ça pour se rendre compte qu'évidemment quelque chose de sombre s'abattait sur le rêve communiste. Richard Linklater, on change complètement d'univers. Son film s'appelle Nouvelle Vague, et vous en avez sans doute entendu parler. C'est un film sur le tournage
de À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Et c'est un film qui, en effet, dit la formation de ce qu'était la Nouvelle Vague. Godard, Truffaut, Chabrol, qui avaient déjà fait leur premier film, Godard, qui était sur le point de faire le sien, et le film va en raconter la genèse et le tournage, et puis Rivette, Rohmer, qui arriveront après. C'est un film très très passionnant, qui n'aurait d'ailleurs pas été sans doute possible de le réaliser de cette façon-là il y a quelques années, quand maintenant la technologie permet de se sentir vraiment tout à fait dans le Paris de 1959-1960. Et ce film, outre que ça évoque les figures qui traversent le film de Godard, on y voit la figure de notre ami Pierre Rissian, qui était assistant sur le film, un film extrêmement documenté, et Pierre, dans le film, a un rôle certain, et nous sommes quelques-uns ici à avoir très très bien connu Pierre. Moi, il m'a connu enfant, ou presque, et en 45-50 ans de fréquentation de Pierre Rissian, jamais je ne lui avais posé une seule question sur le tournage d'À bout de souffle, parce qu'on pensait qu'il n'avait rien fait. On pensait que c'était comme ça. Or, en tout cas, dans ce film, on s'aperçoit que Pierre avait un rôle tout à fait formidable aux côtés d'un Jean-Luc Godard et de Gene Seberg, de Jean-Paul Belmondo. Mais de Jean-Luc Godard, que dit le film? Que c'est beau la jeunesse, c'est fort la jeunesse, et que cette jeunesse-là disait à quel point la liberté était importante dans le processus de création pour le surgissement d'un film qui a révolutionné, évidemment, le cinéma moderne à partir de 1960. Oliver Lac, c'est un cinéaste espagnol. On avait eu son film, qui était le premier ou le deuxième, au Certain Regard, je n'ai pas vérifié, qui s'appelait Par le feu, le feu. Vous vous souvenez, quelqu'un? Bon. Celui-là s'appelle Sirat, c'est un road movie. C'est un road movie. Voilà, un road movie. Mais un road movie de gens décalés, de gens hors de la société, et qui veulent essayer de vivre hors de la société dans leur camion qui va les mener vers un parcours intense. Deuxième entrée française dans cette compétition, le film de la réalisatrice. Je prends ce mot-là puisque nous la connaissons comme actrice, mais c'est son troisième film. Le précédent était Au Certain Regard, le premier était à la Semaine de la Critique, c'est Afia Herzi, et ce film s'appelle La Petite Dernière, adaptation d'un roman, et Afia démontre à nouveau ses talents de réalisatrice et ses convictions de femme et ses convictions de filles ayant grandi dans des milieux populaires. Pour ce qui la concerne, c'est les quartiers nord de Marseille, elle l'a raconté. Et qu'est-ce que devient une jeunesse qui, parfois, pour des raisons personnelles, sentimentales, sexuelles, sociales, politiques, s'éloigne un peu de leur milieu d'origine. Et c'est de ça dont parle le film d'Afia Herzi. Oliver Hermanus est un cinéaste sud-africain et nous l'accueillons pour un film américain qui s'appelle The History of Sound avec Josh O'Connor. Chie Hayakawa est une réalisatrice japonaise. Vous vous souvenez de Plan 75, de son film précédent? Eh bien, c'est le film suivant, et ce film s'appelle Renoir. Comme réalisatrice, elle côtoiera au nombre des 6 réalisatrices de cette compétition Julia Ducournau, dont c'est le retour après la Palme d'Or de Titane. Ce film s'appelle Alpha, et Julia Ducournau ne se repose pas sur ses lauriers. C'est une cinéaste qui visite le cinéma de genre, qui prend le cinéma de genre, comme tout d'ailleurs les auteurs de cinéma de genre, pour en faire un cinéma personnel, pour en faire un cinéma de mise en scène, un cinéma d'invention formelle, un cinéma de comédien, Golshifteh Farhadi, Tahar Rahim, quelqu'un qui est né au Festival de Cannes, vous le reconnaîtrez à peine, puisqu'il fait un rôle de composition très saisissant. Jean-Pierre et Luc Dardenne reviennent en sélection, et je prends ce mot, reviennent, et nous assumons ce mot, reviennent. J'étais dans une interview il n'y a pas longtemps où quelqu'un me dit alors, il y aura les frères Dardenne? Oui, oui.
il y aura les Frères Dardenne. Nous sommes aussi au Festival de Cannes comme des éditeurs. Un éditeur est fidèle à ses auteurs. Le Festival de Cannes est fidèle à quelques-uns de ces cinéastes dont j'ai cité le nom, et spécialement aux Frères Dardenne, dont je ne vais pas masquer la forte présence dans les sélections chaque fois qu'ils réalisent un film. Mais cette chronique de la désindustrialisation, cette chronique de ces gens qui tombent dans une certaine marginalité, et là le film s'appelle « Jeune mère », et ça parle de ces jeunes mères de famille qui ont de la difficulté à devenir mères et qui sont accueillies dans la difficulté parce que ça manque de moyens par des équipes médicales, des soignantes dont le dévouement et la compétences sont extraordinaires, et c'est de ça. Et nous accompagnons Jean-Pierre et Luc Dardenne dans cette chronique de ce que devient le monde à travers des destins précis de la Belgique contemporaine. Ari Aster, en revanche, c'est la première fois qu'il arrive en compétition. Le film s'appelle Eddington, c'est Joaquin Phoenix qui en a le rôle principal. C'est un film qui parle de l'Amérique contemporaine, qui a été tourné il y a 1 an, parce que quand on parle d'Amérique contemporaine, les nouvelles vont tellement vite sur l'Amérique d'aujourd'hui mais mine de rien, il parle quand même globalement de ce que les États-Unis sont devenus à travers une campagne municipale d'une petite ville dont le shérif est Joaquin Phoenix. C'est un film évidemment contemporain. On est content d'accueillir Ari Aster et A24 pour ce film qui s'appelle donc Eddington. Et Wes Anderson de Phoenician Shame, c'est un retour de Wes Anderson qui bientôt fera 2 festivals de Cannes, il fera un film tous les 6 mois. Il est l'objet, paraît-il, par ailleurs, vous le savez, d'une belle exposition à la Cinémathèque française, et on retrouve sa troupe d'acteurs, pour lequel m'a-t-il dit, quand on lui a dit qu'il était retenu en sélection officielle, pour lequel il a déjà prévu le bus, les hôtels, etc. Enfin, tout ça fonctionne en troupe, et on les verra arriver au pied des marches, à la tête desquels figurera Benicio del Toro, qui est la vedette de ce film-là. Je reçois des messages parce qu'il y a un film que je n'ai pas cité. Oui, mais j'ai fait un peu exprès. Et mais vous savez, quand on cite des films après, d'une certaine façon, ça permet d'en mettre l'accent. Non, c'est parce qu'on n'a pas une confirmation absolue. Vous savez, on est encore au travail. La première fois qu'on a commencé à dire on fera des compléments, ça vous avait étonné. Ça avait étonné parce que c'était pas... Le festival, vous inquiétez pas, sera tout à fait complet le 13 mai, quand il commencera. Et donc cette compétition et ce festival et cette cinquantaine, soixantaine de films qui en composent la sélection officielle sera donc ouvert le 13 mai, à la veille du premier des concerts européens de Bruce Springsteen, parce que c'est quelque chose que je répète chaque année à Manchester. Ce festival sera ouvert par le premier film d'une jeune réalisatrice française, le premier film d'une jeune réalisatrice française. Quand nous disions au début que le festival est là pour célébrer, il est là pour découvrir, et c'est un affichage qu'avec Iris et avec Christian et avec toute l'équipe de sélection, nous avons voulu faire, qui est le film